Combien de temps les marchés peuvent-ils encore ignorer les signaux d'alerte qui s'accumulent? Ces derniers jours, ce ne sont pas les actions qui inquiètent, mais c'est ce qui se passe sur le marché obligataire. Les taux à 10 ans sont repartis brutalement à la hausse avec des niveaux que l'on n'avait parfois plus vus depuis des années. Et lorsque les taux longs explosent, ce n'est jamais anodin. L'argent devient plus cher, les valorisations deviennent plus difficiles à justifier et les inquiétudes autour de la dette reviennent immédiatement sur la table. Alors que les marchés boursiers restent encore sur des niveaux de valorisation élevés, un autre problème que nous avons peut-être un peu trop vite enterré est toujours là, le détroit d'Ormuz où Donald Trump est clairement embourbé. Alors pris séparément, ces éléments sont gérables. En revanche, lorsqu'ils s'accumulent, le cocktail devient beaucoup plus explosif. Dans cette vidéo, on va donc essayer de comprendre ce que cette explosion des taux veut dire, pourquoi Ormuz reste une menace importante et surtout, quelles sont les actions qui pourraient résister à une correction des marchés. Bonjour à tous et bienvenue sur votre nouvelle vidéo bourse, trading et investissement qui s'intitulera cette semaine ce dangereux silence. Comme d'habitude, le petit message d'avertissement qui stipule bien sûr que le contenu de cette vidéo est à unique but pédagogique et informatif, qu'il ne constitue en rien un conseil, que vous êtes seul responsable de vos investissements et donc de vos trades. Pour me retrouver sur les différents réseaux sociaux, vous avez tout. Les réseaux sociaux qui s'affichent sur cet écran, bien entendu, YouTube également, où je publie tous mes vidéos tous les week-ends. Je vous recommande d'activer la clochette afin de recevoir une notification dès lors que j'en publie une nouvelle. Et bien entendu, pour aller plus loin, vous pouvez vous inscrire à la table des investisseurs, la newsletter qui est gratuite, qui compte désormais près de 10 000 abonnés. Pour aller encore plus loin, vous avez également votre formation gratuite sur le site www.lepodcastdelabourse.fr, formation gratuite qui compte près de 2000 formés aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai pas refait le compte, il faut que je m'en occupe. Et dans laquelle vous pouvez retrouver différents modules liés à l'investissement, que ce soit la bourse, la gestion privée, l'immobilier, la banque, les crypto-monnaies, les matières premières. Vous pouvez également retrouver des screeners comme le fameux screener Trend Following que je montre à la fin de toutes mes vidéos. Vous pouvez retrouver le code, vous pouvez copier même le code, le modifier, enfin bref, vous avez tout directement sur le site. Vous pouvez même aller encore plus loin si vous le souhaitez, avec bien entendu nos programmes d'accompagnement MTT Trading et nos deux programmes, MTT Premium, le programme historique, et MTT Découverte. D'ailleurs, merci à vous, le week-end dernier, vous étiez nombreuses et nombreux à être présents lors du live et à avoir profité de la petite promo qu'on a faite pour cet événement un peu particulier. Et donc à nous avoir rejoints. Merci beaucoup pour votre confiance, encore une fois. Merci pour tout ça. Je remercie également nos partenaires Trade Republic, Bitvavo, Urutia Gestion Privée, ProRealTime et Ocoff.com et Investing qui permettent de produire tous ces contenus gratuitement. Voilà, c'était la fiche de la semaine dernière, vos actions, nos analyses, qui reviendra. Voilà, on essaie d'en faire 3 ou 4 par an. On en a fait que 2 cette année. Je pense qu'on en fera également une au mois de novembre. Donc il y a eu plus de 7 ou 8 000 vues, 3 000 personnes en direct, je crois. Donc voilà, on n'a pas battu les records historiques, mais en tout cas pour un 15 août, c'était quand même assez fabuleux. Merci beaucoup, encore une fois, de ma part et bien sûr de la part de Mickaël. Donc on attaque avec bien un programme comme d'habitude chargé, avec, vous l'avez vu la semaine dernière, et merci pour vos retours, et j'en ai besoin d'ailleurs encore de vos retours sur, vous savez, les nouvelles rubriques qui sont apparues avec cette version un peu remasterisée de la vidéo hebdo. Et donc, vous allez voir également aujourd'hui dans cette vidéo quelques nouvelles rubriques. Il y en aura d'autres également au fur et à mesure, même la semaine prochaine, etc. J'en ai inventé, entre guillemets, une quinzaine. Alors, pas qu'inventé, puisqu'il y en a eu beaucoup qui sont issus aussi de vos suggestions. La semaine dernière, il y en a certains qui m'ont également envoyé des messages pour me suggérer de nouvelles catégories. Donc allez-y, hein, c'est votre vidéo aussi, donc n'hésitez pas, bien entendu, à me transmettre vos idées. Donc au niveau des rubriques, bien entendu, il y aura le grand récapitulatif économique avec la saisonnalité, etc. Il y aura le top de la semaine, le flop de la semaine, le graphique de la semaine, le créateur de contenu de la semaine à suivre. Là aussi, souvent sur les réseaux, il nous est reproché à nous, les créateurs de contenu, de ne pas mettre en avant les autres. Je pense que je fais partie de ceux qui mettent régulièrement en avant un peu les créateurs de contenu de qualité, et donc je le fais d'autant plus dans cette vidéo, et j'essaierai de le faire
autant que possible, encore une fois, tous les vendredis. Nous aurons également le tweet de la semaine et nous aurons également un petit jeu très rapide. Vous pourrez jouer tout simplement en répondant en commentaire. Vous achetez ou vous vendez, je vous le laisserai découvrir cette catégorie. Et puis bien sûr, on passera aux analyses techniques avec bien entendu le CAC 40 et le CAC Small. Et puis on parlera de quelques big caps comme Air Liquide. On reviendra sur LVMH qui est toujours sur son support. On parlera de Stellantis toujours en grande difficulté, Safran, Valourec, Ruby, Vinci, Orange, Valneva qui a bien performé aussi, Dassault Systèmes, Soitec plus en difficulté, Morelen Prom, AXA, Semco, Elis, Eurofins Scientifique, plutôt bien orienté, on la suit depuis un petit moment, Calray toujours en difficulté, Steve, Rheinmetall, bien sûr en Allemagne ainsi qu'Infineon, on parlera aussi de Sanofi, Schneider Electric, de CRSI, Engie, Veolia, Bureau Veritas, Vusion, Fnac, Nano, Biofetis et Aton qui ont bien performé en actions spéculatives. On partira aux États-Unis avec Nebius, Viva System, Adobe, SpaceX. On reparlera un petit peu de SpaceX aussi en unité de temps plus petite. MP Material, SanDisk, Micron et Marvell dont on fait le suivi. Et on va regarder un petit peu ce qui s'est passé depuis 2 semaines. On terminera bien entendu par les 4 titres à suivre avec des titres, je pense que vous connaissez pour certains. Sauf un peut-être, mais dans l'ensemble, c'est des titres qui, je crois, sont connus à peu près de tout le monde. Donc merci, bien entendu, comme d'habitude, merci beaucoup pour, tout simplement, hein, pour vos encouragements, pour votre fidélité, votre bienveillance dans les commentaires. Pour vos retours, encore une fois, pour la semaine dernière avec ce nouveau format qui, j'espère, plaît. En tout cas, vu le nombre de vues, vu le nombre de commentaires, c'est le cas. Mais sachez que voilà, il faut s'exprimer. On peut aussi de temps en temps exprimer des choses à améliorer. Hein. C'est bien sûr, il n'y a aucun problème. La malveillance, on la met de côté, ce serait cool. Mais pour le reste, en tout cas, n'hésitez pas. Bien sûr, je suis toujours à l'écoute. Je réponds à tous mes messages. Et c'est pas un robot qui vous répond quand je réponds. C'est bien moi qui passe parfois des heures le week-end à répondre individuellement à tout le monde. Mais ça me fait plaisir de le faire. C'est un privilège de le faire. Donc n'hésitez pas. En tout cas, c'est toujours un grand plaisir de voir vos messages. On attaque avec d'abord, bien entendu, le circuit de saisonnalité, avec le cycle des marchés, bien entendu, et donc un petit peu d'abord un retour sur ce qui s'était passé au mois de juillet, puis à partir peut-être pas la semaine prochaine, celle d'après, on fera un retour bien sûr sur le mois d'août. Donc on avait eu un mois de juillet pas mal, aligné globalement, encore une fois, à ce qu'on a pu voir par le passé sur le CAC Small. Je rappelle que le CAC Small, c'est l'indice des petites capitalisations françaises. Donc on le voit ici, la performance du CAC 40 est de 1,3% en 2026, 3,7% pour les small, ce qui correspond à la moyenne qui était de 3,8 et à la moyenne de 1,8 pour le CAC 40. Donc pas grand chose à dire là-dessus. Au niveau de l'écart de performance entre les grandes capitalisations françaises et les petites capitalisations françaises, c'est un écart qui zigzague pas mal, mais qui finalement, quand on fait les comptes, et on verra encore une fois fin août, mais globalement c'est nettement réduit, voilà. Et ce qui est assez intéressant de noter, c'est que le mois d'août est un mois qui ressemble beaucoup à ce qu'on vit quand même pour le moment sur ce mois d'août. C'est un mois qui est très moyen historiquement. La problématique, si je puis dire, c'est que lorsqu'on regarde la saisonnalité sur l'ensemble des indices, et notamment les indices directeurs, et donc forcément au niveau du S&P 500, vous avez en moyenne 60% des mois qui sont haussiers, et parmi les mois baissiers, il y a, du moins en dessous de cette moyenne-là, plutôt positifs, qui sont moins positifs, on va dire, que les autres. Il y a donc le mois d'août qui est positif à 57,7%, légèrement en dessous, mais surtout, bien sûr, vous l'avez vu, et on en parlera plus tard, il y a le mois de septembre qui est le pire mois historiquement de l'année depuis 1928. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir un mois de septembre positif, ça veut juste dire que historiquement, et généralement, c'est pas trop le cas, quoi, tout simplement. Ok. Au niveau, bien entendu, du S&P 500, c'est du pareil au même. Le mois d'août est un mois très moyen en général, sur le Nasdaq, hein, vous avez bien compris, le Nasdaq moyen sur le mois d'août avec 0,65% de moyenne depuis 2010. Et le mois de septembre, on le verra aussi, est encore
moins bon. Si on regarde la courbe de performance, on se situe ici sur le S&P 500 depuis une trentaine d'années. Bon, donc on a bel et bien cette période estivale de zigzag, ma fameuse expression que vous aimez bien, je crois, de zigzag, donc pas mal de secousses, mais au final, quand on prend du recul, il se passe pas grand-chose, hein, si on veut être tout à fait honnête. Voilà. Sur le dos, le Dow Jones, c'est du pareil au même si le Dow Jones, quand même, historiquement, est un petit peu plus fort sur le mois d'août, et c'est seulement à partir, historiquement, de début septembre, qui commence vraiment à corriger. Donc là aussi, on est plutôt aligné à ça. Et le Nasdaq, lui aussi, comme on l'a vu, pardon, je reviens en arrière, je suis allé un peu vite, le Nasdaq, on l'a vu également, voilà, pas mal de zigzags sur cet été-là. Au niveau des indices européens, le DAX qui est en difficulté, c'est le cas d'ailleurs, on a un DAX qui sous-performe depuis quelques jours, et bien sûr le CAC 40, et c'est le cas aussi pour le CAC 40, on le voit, on a un CAC 40 qui est beaucoup plus en difficulté sur ce mois d'août qu'il ne l'a été précédemment. Encore une fois, le mois d'août n'est pas fini, il reste une semaine, mais globalement, depuis 3-4 semaines, c'est ce qu'on vit sur le mois d'août concernant bien entendu le CAC 40. Au niveau des publications d'entreprise, évidemment beaucoup moins de publications, tant mieux quelque part, mais c'est ce qui fait aussi que vous avez aussi peu de volatilité, aussi peu de directionnalité et aussi peu d'opérateurs sur les marchés. Aux États-Unis, il y en a toujours, hein, quasiment toutes les semaines, vous avez quand même des publications, il y a tellement d'entreprises, mais on le voit ici, à part peut-être ST ou éventuellement Klarna qui sont un petit peu plus connus, Walmart également et Alibaba, oui aussi quand même, j'exagère, mais voilà, mais globalement, à part quelques-unes par-ci par-là, on n'est pas sur les big caps américaines et les 7 magnifiques, donc c'est quand même une semaine un petit peu plus cool, tranquille de ce niveau-là. C'est la même chose pour les publications France, Belgique, Pays-Bas. On voit beaucoup moins de publications. Ça reprendra un petit peu plus, semaine 38 et semaine 39. Donc sur la fin septembre, on commencera à avoir un petit peu plus de publications. Et on ira sur le troisième trimestre, avec un petit peu plus de publications. On en a quand même quelques-unes. Vous les avez affichées ici. Donc voilà. Alors visiblement, jeudi prochain, il y a Pernod Ricard. Alors c'est peut-être pas, il faut regarder dans le détail, mais globalement c'est un petit peu la seule, hein, voilà, il y en a quelques-unes, mais globalement ce sont un petit peu les seules. Au niveau des dividendes, c'est la même chose, très peu de dividendes, quoique Morel & Prom quand même qui va visiblement détacher également la semaine prochaine avec Alux et LDC. Mais voilà, mais globalement, c'est quand même très calme en ce mois d'août. Ne vous inquiétez pas, ça va être beaucoup moins calme d'ici quelques séances. Le récapitulatif économique, macroéconomique et géopolitique de la semaine. Donc bien évidemment, le signal d'alerte, vous l'avez bien évidemment vu, on en a parlé pas mal. Alors, nous, on en a parlé pas mal hein, sur les réseaux, mais c'est vrai que c'est quand même assez étonnant de voir que les politiques, à part bien entendu les politiques, quelques politiques qui sont dans l'opposition, mais globalement, ça prouve aussi que le manque de culture financière aussi des politiques, c'est que ça se fait dans le silence. Le signal d'alerte sur les obligations et l'augmentation des taux se fait relativement dans le silence, alors qu'évidemment, c'est une importance cruciale. Donc le mouvement le plus important de la semaine donc, ne vient pas des actions, mais du marché obligataire. Mardi, le rendement du 30 ans américain a approché les 5,34%. 5,34%. Son plus haut niveau depuis, bien entendu, les niveaux de la dernière crise financière qui datait de 2007, tandis que le Bund allemand à 10 ans a atteint un sommet de 15 ans lui aussi. Donc en France, bien sûr, l'OAT à 10 ans évolue autour de 4,12 mercredi soir, un niveau inédit depuis la crise financière, là aussi, de 2008. Derrière cette tension, on retrouve toujours les mêmes inquiétudes, bien sûr, dette publique massive, inflation persistante et besoin de financement gigantesque. C'est là où vraiment tout ceci se complique et lorsque les taux longs montent aussi vite, ce sont progressivement toutes les valorisations aussi financières qui doivent s'ajuster. Voilà, il y a moins d'argent, l'argent est plus cher, donc on est moins, pas dire laxiste parce que le mot est trop fort, mais enfin vous avez compris l'idée, on est plus exigeant en tout cas en termes de sur les investissements qu'on fait et en termes donc de valorisation. Le Trésor américain, c'est une bonne et une mauvaise nouvelle pour moi, a dû intervenir pour calmer le jeu. Le mouvement était suffisamment violent, donc
la hausse de l'obligataire, pour pousser le Trésor américain à agir. Donc on en est encore là. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc dès qu'on voit qu'il commence à y avoir des pépins, eh bien, on a quand même les États qui sont là tout simplement pour essayer de calmer un peu eh bien, les inquiétudes. Il a annoncé mercredi qu'il allait doubler ses rachats d'obligations à long terme. Cela a immédiatement détendu les rendements et permis à Wall Street de rebondir légèrement. Je dis bien légèrement parce qu'on l'a vu, le lendemain, on a eu le contre-coup, ce qui prouve que le marché n'est pas totalement stupide et qu'un simple effet d'annonce ne suffit pas, pour moi, aujourd'hui, à véritablement calmer en profondeur les inquiétudes. Pour moi, la véritable mauvaise nouvelle de la semaine, c'est ça. Et c'est ça qui est assez silencieux, d'ailleurs, aussi, c'est que malgré, effectivement, l'annonce du rachat d'obligations à long terme poussé par le Trésor américain, ça n'a pas suffi à calmer la hausse des taux. Donc la dette fédérale américaine vient de franchir les 40 000 milliards de dollars. Et les minutes de la Fed publiées mercredi montrent que plusieurs membres étaient même prêts à relever les taux en juillet si l'inflation ne se calmait pas. Et elle ne s'est pas calmée. Et je vais même ajouter une chose. Vu la hausse du pétrole, on va en parler juste après, qu'il y a, il est possible que les prochaines statistiques de l'inflation ne soient pas bonnes. On verra si M. Trump s'en sort à Hormuz, ce qui m'étonnerait fort. Le marché commence donc à comprendre que le scénario de taux durablement élevé n'est peut-être pas, évidemment, terminé. Sous les indices, la tech commence aussi à montrer des signes de fatigue. On le voit de plus en plus. Alors attention, on n'est pas dans des tendances baissières, bien évidemment. Le marché ne s'est pas retourné à la baisse. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire, vous le savez. Je dis simplement que depuis quelques semaines, vous l'avez très certainement remarqué, la volatilité sur la tech a beaucoup augmenté, sur les semi-conducteurs a beaucoup augmenté, et que voilà, on n'est plus vraiment sur quelque chose de beaucoup plus serein. On voit que cette volatilité montre également pas mal de nervosité. C'est en ça que c'est beaucoup plus fragile. Le Nasdaq mardi a perdu 1,33%, tandis que l'indice des semi-conducteurs avait chuté de 5% en une seule séance. Donc la volatilité est en train, petit à petit, je dis bien est en train, de revenir également sur ce secteur-là. Et ce secteur-là, évidemment, sur l'économie américaine pèse maintenant énormément. Les investisseurs ont surtout vendu les valeurs qui avaient le plus profité de l'engouement autour de l'intelligence artificielle, autrement dit les plus spéculatives, car la remontée des taux réduit mécaniquement la valeur accordée aux bénéfices futurs. Évidemment, puisque l'argent coûte plus cher. En Europe, le Stoxx 600 est également tombé mardi à son plus bas niveau depuis plus de 2 semaines. À Paris, le CAC 40 poursuit, lui aussi, sa consolidation entamée le 11 août. Et on verra là également que, comme souvent, l'analyse technique a été quand même importante sur notamment la zone de résistance oblique, on le verra sur le CAC 40. Pour l'instant, pas une rupture de marché. Encore une fois, j'insiste, c'est pas un éclatement de bulle, c'est pas un retour de temps, on n'est pas là-dedans, mais on est sur des signaux qui ne cessent pour moi depuis plusieurs semaines. C'est pas la première fois, cette vidéo-là n'est pas une rupture, c'est une continuité de ce que je vous explique depuis pas mal de temps. C'est que petit à petit, on a de plus en plus de mauvaises nouvelles. Alors, j'entends l'argument de dire, ben oui, mais sinon, malgré les mauvaises nouvelles, on a un marché qui ne s'effondre pas, ce qui prouve qu'on a un marché très fort. La réponse est oui, mais ce que je veux vous dire aussi, pour l'avoir vécu, c'est qu'à un moment donné, le marché peut se faire piquer et changer sur un éclair, parce qu'il y a la goutte d'eau qui fait déborder le vase, décide tout à coup que toutes ces mauvaises nouvelles qu'il a accumulées en se disant c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, tout à coup il y a la dernière nouvelle qui est la mauvaise nouvelle de trop, et là tout à coup, paf, la psychologie des foules change, et tout à coup, bah, tout ce qu'il voyait tout rose, le marché décide de le voir tout noir. Donc attention de ne pas croire que c'est parce que le marché, depuis des semaines et des semaines, donc voire des mois, voit les choses de manière plutôt positive, qu'il ne peut pas changer. Il peut changer. Et des fois, on est très surpris parce que des fois, la goutte d'eau, c'est une goutte d'eau qui, bah, historiquement, ne fait pas bouger le marché. Ou n'a pas un impact suffisamment négatif. Et c'est quelque chose, je peux vous dire, qu'on a souvent vécu.
Donc le pétrole, bien sûr, lui aussi, élément négatif, qui rajoute bien sûr la courbe d'inflation, hein. Jeudi, donc hier, on avait un Brent, je crois que c'était pareil ce matin, qui est remonté aux alentours des 93 dollars. 93 dollars, je ne sais pas si vous voyez, au plus haut depuis 3 semaines. Je vous en parle. Je sais que là aussi, sur les. Alors, c'est toujours embêtant parce qu'à chaque fois que je montre un graphique du pétrole, bon, il y a tout le monde qui dit que le pétrole c'est fini, qu'il montera plus, etc. Et moi, quand je vois le graphique du pétrole, très sincèrement, je suis inquiet. Pour ceux qui font du chartisme, il y a une espèce de tasse avec Hans qui est en train de se dessiner. Et elle me fait peur, je vous le dis, elle me fait peur. Ce graphique du pétrole, moi, me fait peur. J'espère, croise les doigts, pour que on rebaisse, etc. Mais si cette asséance est validée, ce qui n'est pas le cas, je crois qu'il faut casser les 100 dollars, quelque chose comme ça, mais si cette asséance est validée, vous avez un pétrole qui va aller chercher les 120 dollars. Je dis pas c'est ce que ça va faire, je dis que c'est une possibilité. Et si ça arrive, je peux vous garantir que ce sera très certainement, ce sera pas la goutte d'eau, là, ce sera le vase dans la goutte d'eau. Donc attention de ne pas croire que le problème à Hormuz est réglé. Il est très 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 loin d'être réglé. Trump est embourbé, je le dis moi depuis des mois. Trump a fait une erreur monumentale. Pour moi, Trump, j'essaye toujours d'être objectif, de dire ce que je pense sans avoir de biais. De toute façon, j'ai pas de biais avec les politiques. Je, je, je les déteste tous, donc Trump y compris. Mais j'essaie toujours d'être objectif et je dis bien j'essaye avec la réalité. Trump, pour moi, le début de son mandat était bon, était très bon même. À part ces petites folies là sur les droits de douane, mais ça pouvait faire partie d'une espèce de psychologie américaine de vouloir négocier, etc. Jusqu'au Venezuela, c'était bon, ça allait. Après le Venezuela, ce qui s'est passé pour moi, c'est qu'il a pété un câble. Il a pété un câble et il s'est cru, voilà, le, le maître du monde, et il a cru qu'il allait pouvoir faire ce qu'il veut, où il veut, quand il veut. Sauf qu'encore une fois, c'est ce que j'ai dit la semaine dernière, Alerte déclenchée. et c'est ce que j'ai raconté la semaine dernière, et je me suis peut-être mal exprimé, c'est pour ça que j'ai reformulé dans les commentaires, mais l'Iran est un peuple qui est un peuple fort, très fort. Ça me rappelle un petit peu d'ailleurs ce qui s'était passé aussi en Afghanistan, hein. Les Américains s'étaient perdus, avant au Vietnam aussi s'étaient perdus. À chaque fois, ces guerres-là sont des guerres que les Américains perdent. Perdent tout simplement parce qu'ils n'arrivent pas à avancer, quoi, tout simplement. Donc, et je pense que cette guerre-là, entre guillemets, je pense que Trump ne la gagnera pas, et et qu'il se frotte à quelque chose de trop important par rapport à lui, quoi. Bref, donc, les négociations, bien sûr, restent bloquées, hein. Le trafic dans le détroit d'Ormuz demeure très inférieur à celui d'avant-guerre, et les tensions entre les Émirats arabes unis se sont encore accentuées. Pour la suite, c'est probablement voilà, le cocktail à surveiller. Pétrole élevé, plus taux long élevé, plus valorisation tendue. Si les rendements obligataires se stabilisent, les marchés peuvent encore digérer cette phase. En revanche, bien entendu, si le 10 ans et le 30 ans repartent encore et encore à la hausse, en même temps, bien sûr, que le pétrole, la correction pourrait devenir beaucoup moins anodine. Et je pense que le risque est élevé. Voilà. Et je pense que le risque est élevé. On le verra aussi un petit peu plus loin dans notre scénario. C'est un petit peu aussi ce qu'on anticipe depuis des mois et des mois dans la possibilité de mouvement du marché, c'est-à-dire globalement beaucoup plus de difficultés jusqu'au dernier trimestre de l'année, avant peut-être, même peut-être jusqu'au mi-terme, et contrairement à ce que beaucoup disent, beaucoup pensent que les mi-termes vont être le moment où le marché va faire un dip et va attaquer un marché baissier. Bien entendu, c'est possible. Moi, je ne crois pas. Je crois que potentiellement, il peut effectivement créer de la volatilité sur le moment, mais je pense que derrière, tout sera pricé et que le marché repartira à la hausse. Voilà. Mais je pense que jusque-là, ce sera compliqué. Quelques données économiques, voilà. Bon, alors ce qui est intéressant sur ce graphique-là, c'est que c'est l'évolution un petit peu de la manière Alerte déclenchée. dans la manière dont les analystes voient un petit peu la suite économique, avec donc évidemment trois scénarios. Le scénario donc de no landing,
En gros, pas de récession, soft landing, on va dire un atterrissage en douceur, et hard landing, donc, entre guillemets, récession. Et donc, effectivement, lorsqu'on regarde un petit peu ce que pensent les analystes à ce sujet, ils sont de plus en plus nombreux à penser qu'il n'y aura pas, il y aura un no landing, donc pas de récession, et très peu pensent qu'il va y avoir une récession, donc seulement 4%. Donc on a un marché qui est toujours très fort, mais un petit peu moins fort. Et ce qui est quand même très étonnant, c'est que tout simplement les particuliers notamment investissent massivement. On a battu un nouveau record et ils investissent notamment massivement sur les semi-conducteurs. Et c'est ce qui fait aussi qu'on a toujours pour le moment ces marchés qui tiennent parce qu'on a toujours des flux financiers. Alors certains, on peut voir ce graphique de deux manières différentes et opposées d'ailleurs. Soit on peut se dire c'est une bonne nouvelle, parce que ça veut dire que les investisseurs sont quand même là, et qu'ils investissent massivement sur des ETF semi-conducteurs, donc ça porte les marchés. Donc ça, c'est si on voit le verre à moitié plein. Si on voit en revanche le verre à moitié vide, et j'entends cet argument aussi, on peut aussi se dire, attention, lorsqu'il y a des flux comme ça explosifs, ça veut dire qu'il y a un gros consensus, et en général, c'est pas loin du top de marché. Et c'est vrai aussi. Donc les deux sont vrais. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est que de toute façon, même si les deux sont vrais, aucun ne donne le timing de marché. Le timing de marché, c'est la psychologie des foules, et donc ce sont les graphiques. C'est pour ça qu'il faut toujours faire de l'économie, c'est ce qu'on essaye de faire, modestement bien entendu, on essaye de vulgariser des graphiques en fait finalement. Mais ensuite, il faut quand même se plonger dans les graphiques un à un, dans les indices, dans les ETF, dans les actions individuelles, pour vraiment comprendre ce qui est en train de se passer. La réalité vraiment de la psychologie des foules. Donc certains pensent qu'on est effectivement sur un rallye historique jamais observé, c'est faux. C'est faux, hein. Donc on est sur un très très beau rallye, ça c'est vrai. Un rallye énorme qui a pris 117% depuis le 10 décembre 2022, mais on a déjà vu des rallyes plus féroces que ça. On en a vu en l'occurrence 4, un dans les années 75-80 qui a fait 125%, un autre dans les années 82-87 qui a fait 228%, un autre donc dans les années après la crise bien sûr financière, donc de 2009 à 2020, on a pris 400%, et un autre de 1987 à 2000, avant bien sûr la crise des dot-com, où on a eu 582%. Alors, ce qui est intéressant de noter, c'est que quand même, on a eu derrière des replis quand même qui ont été massifs. Ça, c'est pas faux. Mais bon, en même temps, les excès sont aussi toujours corrigés par d'autres excès. Donc c'est un petit peu là où on bascule sur un petit peu les choses négatives. Parmi bien sûr les choses négatives qui pourraient faire qu'à un moment donné il y ait une correction importante, on l'a dit, c'est les taux, avec les taux à 10 ans de l'ensemble des pays occidentaux qui ne fait que monter, encore une fois. Donc c'est le taux en 10 ans qui est un petit peu la référence. À savoir, je le disais hier, que en fait, si vous voulez, pourquoi ces taux-là sont si importants que ça, et quel est l'impact réel, parce que c'est intéressant de parler de l'impact réel sur le taux à 10 ans français. Sur le taux à 10 ans français, donc évidemment quand on emprunte, la dette se roule, on peut dire, hein, c'est-à-dire qu'en fait on rembourse juste quasiment que des intérêts, c'est le principal problème d'ailleurs, et donc il est difficile d'estimer véritablement le coût réel d'un emprunt, parce que, encore une fois, on ne sait pas combien de temps on va emprunter, etc. etc. Mais globalement, pour vous donner un ordre d'idée, lorsque le taux à 10 ans français augmente de 0,10 points de base, c'est-à-dire qu'il passe de 4 à 4,10, ça a été exactement le cas cette semaine sur le taux à 10 ans, donc 0,10, vous voyez, c'est pas beaucoup, hein. Donc en fait, ce que ça veut dire, donc 10 points de base en fait, ce que ça veut dire, c'est que la France doit, sur 3 ans, 1 milliard d'euros, à peu près 1 milliard d'euros de plus. Voilà, 1 milliard d'euros. Je ne sais pas si vous voyez un peu, c'est colossal. Sur 3 ans seulement, je ne parle même pas à 10 ans, je parle sur 3 ans. En gros, c'est ce que ça va coûter au bout de 3 ans à la France. Donc vous voyez un petit peu l'enjeu quand on voit les difficultés du gouvernement à trouver, pour boucler un budget, 2 ou 3 milliards,
quand on voit l'impact de 10 points de base, donc 0,10 entre guillemets, vous avez compris, donc on passe de 4 à 4,10 sur le taux à dire, vous voyez un peu l'impact finalement sur les budgets, etc. Donc c'est colossal. La problématique, c'est que la charge de la dette de l'État en France va a priori s'envoler. Les analystes pensent que on est malheureusement encore qu'au début et que cette charge de la dette, aujourd'hui on doit 60 milliards par an en intérêt, et que ces 60 milliards par an vont encore et encore et encore augmenter. La problématique, c'est que, vous la connaissez tous, l'économie va pas bien, donc à un moment donné, pour rembourser cette dette-là, vous n'avez pas d'autre solution, malheureusement, que de continuer à augmenter les impôts. Donc la mauvaise nouvelle que je peux vous dire, c'est que tant qu'en France, on ne reviendra pas sur le principal sujet qui est pour moi la rémunération du travail, voilà. Tant que vous ne rémunérerez pas mieux le travail, eh bien la seule manière de rembourser cette charge de la dette, ce sera de prélever plus d'impôts. Il n'y a pas d'autre solution, c'est tout. Donc après on peut faire comme certains le pensent, on peut annuler la dette, bien entendu, pourquoi pas. Mais sinon, si on veut rembourser la dette, en tout cas les intérêts de la dette, il n'y a pas d'autre solution que de prélever plus d'impôts. Donc je vous le dis, tant que ne croyez pas que les hausses d'impôts sont terminées, tant que vous n'aurez pas au pouvoir quelqu'un qui, et j'ai pas de nom en tête, c'est bien là le problème, tant que vous n'aurez pas au pouvoir quelqu'un qui remettra le sujet du travail sur la table et qui sera prêt à faire en sorte que les gens qui travaillent et qui sont productifs eh bien, soient mieux rémunérés, et donc potentiellement payent moins d'impôts aussi, eh bien, les impôts en France continueront d'augmenter. Voilà, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Voilà. Donc c'est assez triste, et ça aussi, donc ça c'est l'impact bien sûr des dettes sur les États. Mais il y a quelque chose qui est quand même assez étonnant aussi, c'est ce qu'on appelle les CDS. Alors les CDS, en un mot, c'est quoi? En gros, c'est les risques, c'est le coût du risque évalué par eh bien, les prêteurs par rapport à des entreprises. Donc quand une entreprise a besoin de fonds, elle peut bien sûr se faire prêter de l'argent. Et bien sûr, ici, on a en gros ce coût du risque qui ne cesse d'augmenter, et notamment avec une belle augmentation là depuis juillet. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire tout simplement que les investisseurs pensent encore une fois que le potentiel est devant sur notamment toutes ces entreprises, Oracle, SpaceX, Google, Amazon, Microsoft, etc. Et les prêteurs, eux, sont beaucoup plus méfiants. Voilà, vous en tirerez les conclusions que vous voulez. Évidemment, tout ça ne va pas s'améliorer, notamment en France, parce que ici, vous avez tout simplement la courbe du chômage, et la courbe du chômage, vous le voyez comme moi, elle est très élevée. On atteint les 8,3% de taux de chômage, quand on est à 4,2 ou 4,3 aux États-Unis, pour vous dire la différence. Et la mauvaise nouvelle, bien évidemment, c'est que souvent, dans ces périodes-là, derrière, ça annonce quand même des crises économiques assez importantes. Donc, malheureusement, espérons que cette courbe de taux de chômage ralentira. Est-ce qu'elle ralentira ou pas? Très sincèrement, j'en sais rien. Tant que, là aussi, le pétrole sera sur des niveaux élevés, donc c'est ce que vous disiez, regardez, hein, la tasse ici et la anse ici, pour ceux qui font du chartisme. Alors, il y a deux manières, il y a deux objectifs. Hein, si on pète la ligne de coup, qui est ici, désolé, hein, je vous la trace comme ça, un peu à la mano. Mais si vous pétez la ligne de coup, les objectifs, premier objectif, c'est le report ici de la hanse. La hanse, vous avez à peu près 20 $. Vous voyez, 80 $, 100 $, donc vous avez 20 $. 20 $ au-dessus des 100 $, ça veut dire 120 $. Et là, le deuxième objectif, celui-là, il est assez effrayant, c'est 30 $ à peu près, même un peu plus, donc ça veut dire 130 $. Je sais que personne n'y croit à ce scénario, je sais. J'ai du mal à y croire, moi aussi. Mais ce graphique-là, je vous le dis, me fait très 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 peur. Et j'espère qu'on ne verra pas à la pompe des 3 € le litre de diesel, quoi. Ou d'essence, parce que là, par contre, ce sera pour moi... Alors, ça ne durera pas, hein. Je l'annonce tout de suite. L'avantage, c'est que lorsqu'on a des pics au-dessus des 120 $ dans l'histoire, ça ne dure pas bien longtemps, évidemment, puisque personne peut
peut aller travailler, ça vaut plus le coup de travailler, donc à ce moment-là, vous avez l'économie qui s'effondre. Et dans l'histoire, si vous comparez les hausses très 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 fortes et la volatilité du pétrole par rapport aux performances du S&P 500, vous vous apercevrez que la plupart du temps, avant une crise économique majeure, vous avez une explosion du pétrole à la hausse et vous avez énormément de volatilité sur le pétrole. Voilà. C'est assez logique puisque ça veut dire que, un, vous pénalisez bien sûr les producteurs, parce que jusqu'à ce jour, on roule quasiment tous encore à l'essence, quoi, aux énergies fossiles, et donc pas à l'électrique. Et donc, derrière, si on nous pénalise ça, ben, ça veut dire que derrière, vous ne pouvez plus aller travailler, ça coûte trop cher, ou alors vous répercutez les prix que ça vous coûte tout simplement à la consommation, donc ça veut dire hausse de la consommation, ça veut dire que les gens arrêtent de consommer. Donc ça, c'est assez inquiétant. Et on a déjà des preuves de ça, puisque lorsque vous regardez le taux d'épargne des ménages en France, on est bien en France ici, on voit que le taux d'épargne des ménages, il s'écroule depuis 2021. Alors il avait un petit peu remonté là, fin 2023, c'était plutôt pas mal, et là, à nouveau, on a une forte chute du taux d'épargne. Ça veut malheureusement pas dire que les gens consomment plus. La preuve, on a les chiffres. Ça veut tout simplement dire que les gens arrivent de moins en moins à épargner. Et ça, c'est tout simplement parce qu'ils ont de moins en moins d'argent, tout simplement. Ce qui est très inquiétant également, là on est sur des statistiques de l'INSEE. Donc l'INSEE, on va pas dire qu'ils sont politiques parce qu'ils sont pas politiques, mais bon, ils vont jamais avoir un avis négatif. Ils vont avoir un avis plutôt objectif sur les statistiques, je pense, et surtout à l'avenir. Et ce qui est très intéressant de noter, regardez, l'inflation. Alors vous avez l'inflation, donc effectivement, ils pensent que début 2027, on va avoir une chute de l'inflation, d'accord. Par contre, ils pensent que l'inflation va repartir petit à petit à la hausse. Ce qui est très inquiétant, c'est que par contre, regardez le salaire moyen par tête nominale, corrigé de l'activité partielle. Regardez un petit peu le salaire moyen, tout simplement. Là, il y aura une petite hausse. Ils estiment qu'il y a eu une petite hausse en 2026. Reste à prouver. Par contre, ils estiment qu'à partir de 2026, on va avoir une stagnation, voire même un recul encore du salaire moyen. En parallèle avec de l'inflation. Ça veut dire que le pouvoir d'achat va encore baisser pour la plupart des Français. Donc ça veut dire que l'appauvrissement qu'on vit tous de manière générale, on a la sensation que les courses coûtent plus cher, on a la sensation que l'essence coûte plus cher, etc. En réalité, c'est une sensation, parce que la réalité, c'est parce que le coût de la vie augmente et que nos salaires ou nos revenus n'augmentent pas. C'est ça qui fait que aujourd'hui, on est de plus en plus, malheureusement pour beaucoup, en difficulté. Et ça, c'est quand même extrêmement difficile. Et le problème, c'est qu'encore une fois, je pense que ça va continuer. On est sur des plus bas historiques, également de la valorisation des valeurs défensives par rapport à la valeur tech, aux valeurs tech, des plus bas depuis 2000. Là aussi, question, est-ce qu'à un moment donné, on va pas avoir au moins un petit rattrapage des valeurs défensives par rapport à la tech, soit via une correction des valeurs tech, soit via une progression des valeurs défensives, soit les deux, tout simplement. En termes de saisonnalité, donc la semaine prochaine, on est sur une seconde quinzaine du mois d'août, qui encore une fois n'est pas la pire, qui est meilleure d'ailleurs que la première quinzaine du mois d'août. Donc voilà, c'est la dernière semaine hein, d'ailleurs. Et après, on verra début septembre ce qui se passe et également bien sûr la deuxième quinzaine de septembre qui est la pire de l'année. On le voit également. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que c'est l'année tout simplement tac 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 tac. Non, c'est pas l'année linéaire, bon, c'est le cycle tout simplement donc 10 ans également, ouais c'est ça. Donc bon, on est sur la même chose. Non, c'était surtout celui d'après. Celui-là, je voulais pas vous le montrer à la base. C'était celui-là que je voulais vous montrer. C'est la performance donc en année de mid-term avec, vous voyez, la moyenne et la médiane. Donc on voit que de juillet à novembre, ben, c'est pas terrible. Hein. On a même une correction un petit peu plus marquée. Donc de septembre jusqu'à novembre. Et par contre, ce qui est assez intéressant de noter, c'est qu'à partir des mid-term, eh bien, généralement, contrairement à ce que beaucoup pensent, on a effectivement un marché qui a tendance à remonter jusqu'au mois de mars. Je pense qu'on aura un scénario à peu près similaire, moi, sur les mois à venir, quoi, tout simplement.
Et ce qui nous fait basculer donc petit à petit vers le scénario que l'on tient depuis des semaines, voire des mois, voire depuis même la fin de l'année dernière, pour ceux qui suivent les vidéos depuis pas mal de temps déjà, eh bien on est parfaitement sur ce qu'on dit, c'est-à-dire on est clairement dans cette période-là avec beaucoup de zigzags. Je pense qu'il va y avoir une augmentation de la volatilité d'ici très peu de temps, qui va être assez intense. Et derrière, jusqu'au mid-term, et après, derrière, je pense qu'on aura une volatilité qui va se tasser et qu'on aura ensuite un marché qui se reprendra. Donc en gros, j'ai toujours le même scénario. Cette espèce de rein, de zigzag, certains l'ont remarqué aussi depuis quelques mois. Derrière, on aura une augmentation de la volatilité, donc je pense qu'on aura une correction. Certainement qu'il y aura une news, il y aura quelque chose. Correction qui peut être un peu violente, entre guillemets, dans le sens volatile. Et qu'après, je pense que une fois que les mid-terms seront passés, nous aurons à nouveau un peu plus de calme et donc plutôt favorable au marché. Voilà pour cette introduction, un petit peu longue, mais c'était bien quand même de faire globalement le tour bien des graphes depuis 2 semaines, parce qu'en 2 semaines quand même, il s'est passé 2-3 trucs. Nouvelle rubrique, donc le top de la semaine. Le top de la semaine, eh bien j'ai mis Moderna. J'ai mis Moderna qui, vous l'avez vu, a pris un truc comme 180% en une séance, même si elle a corrigé un petit peu hier. Donc Moderna et Merck ont flambé en bourse après des résultats positifs de phase 3 dans le traitement mélanone. Donc leur traitement combine le Keytruda de Merck avec vaccin personnalisé à ARN messager développé par Moderna. L'objectif, c'est d'apprendre au système immunitaire à reconnaître les mutations spécifiques de la tumeur de chaque patient. Les résultats montrent une amélioration significative de la survie sans récidive et de la survie sans métastase. Pour Moderna, c'est surtout une validation majeure de sa technologie ARN messager au-delà du Covid. Le marché commence donc à valoriser un potentiel beaucoup plus large dans l'oncologie, avec plusieurs autres cancers déjà en essai clinique. Une annonce qui pourrait ouvrir un nouveau marché de plusieurs milliards de dollars et surtout, parce que je crois qu'on est, on est tous concernés, moi le premier, et c'est évidemment une très bonne nouvelle pour les gens qui sont porteurs de cette foutue maladie-là. Donc c'est évidemment une très bonne nouvelle. Et pour le coup, visiblement, Moderna s'est beaucoup fait aider par l'intelligence artificielle. C'est la preuve que l'intelligence artificielle peut, au-delà du fait de gagner plus d'argent, d'être plus productif, tout ça, bon, ça pour moi c'est un détail pour l'humanité. En revanche, si on peut soigner des gens plus facilement, si on peut faire en sorte que les gens qui sont malades, ou les enfants qui sont malades, ou les personnes âgées d'ailleurs, peu importe, puissent survivre, ben évidemment que c'est une immense bonne nouvelle. C'est la raison pour laquelle, vous le savez, moi je suis très bullish sur le secteur de la santé, parce que je suis persuadé, je vous en ai beaucoup parlé, je suis persuadé que c'est un secteur que l'IA a complètement oublié, et je pense que petit à petit, lorsqu'on va se rendre compte de l'importance de l'enjeu et l'importance de l'IA au cœur de la santé, je pense que le marché revalorisera massivement beaucoup de valeur. On n'en est pas encore là, mais je suis à peu près persuadé que ça va arriver. Donc très bonne nouvelle, évidemment, pour la suite, et on espère que ça va continuer. Le flop, en revanche, de la semaine, c'est le flop de Nike, hein, également en grande difficulté. Nike, le titre historique, qui a perdu près de 80% de sa valeur, qui traverse une période compliquée, avec un titre tombé aux alentours des $41, qui perd 35% depuis le début de l'année. Bien sûr, le problème vient aussi de la Chine, ralentissement des ventes en Chine, donc du chiffre d'affaires, etc. Chiffre d'affaires qui a baissé de 17% au dernier trimestre à taux de change constant. Donc voilà, il y a toujours des stocks élevés, il y a toujours, voilà, on voit aujourd'hui que la concurrence est féroce, et que donc même l'entreprise, même Nike, prévient que le redressement va rester lent sur l'exercice 2027. Donc le marché ne doute pas vraiment de la puissance de la marque, parce que ça reste une marque exceptionnelle, mais il doute surtout de sa capacité à retrouver rapidement de la croissance et à reprendre les parts de marché déjà perdues. Voilà
pour le top and flop. On passe donc au graphique de la semaine, et le graphique de la semaine, eh bien, c'est le graphique dont je ne vous ai pas parlé, mais qui a aussi été impacté bien sûr par la hausse des taux obligataires. C'est le graphique du Bitcoin. Et d'ailleurs, le Bitcoin, là, c'était hier, mais je crois que il a touché quelque chose comme les 75 $, j'ai vu tout à l'heure, un truc comme ça. Si je ne me trompe pas, je vais vous le dire en direct. 76 400 $. Donc voilà, petit clin d'œil à la zone des 60 000 $, d'ailleurs, en parlant de ça. Donc le Bitcoin a surtout profité d'une détente brutale sur les taux américains dans un premier temps. Le Trésor a annoncé qu'il allait doubler, donc on l'a dit, la taille de certains rachats d'obligations longues, ce qui a immédiatement soutenu bien les trésoreries. Résultat, le rendement à 10 ans et à 30 ans ont reculé. Or, quand les taux baissent, les obligations deviennent relativement moins attractives et les investisseurs reviennent davantage vers les actifs risqués, actions, or crypto. Le Bitcoin a donc profité et bénéficié de ce changement d'environnement macro, mais ce n'est pas la seule explication. Il y a aussi une explication technique, puisque la hausse a été ensuite amplifiée par un énorme short squeeze, puisque beaucoup d'investisseurs étaient vendeurs à découvert donc sur le Bitcoin, et ils ont été liquidés, donc ils ont été forcés à racheter leur position, et donc pour le coup être acheteurs Bitcoin, et donc le cumul des deux, baisse des taux, retour de l'appétit pour le risque, plus liquidation des shorts, fait que on a eu une explosion du Bitcoin au-dessus des 70 000 $. Est-ce que c'est la fin de la baisse du Bitcoin? Rien n'est moins sûr. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que aujourd'hui, ceux qui ont accumulé sous les 60 000 $, ils sont bien contents aujourd'hui. Ils ont fait, je sais pas moi, peut-être 30% de bénéfices, un truc comme ça. Donc évidemment que c'est quand même pas mal, quoi. C'est quand même pas mal. Donc voilà. Donc voilà pour le graphique de la semaine. On passe au créateur de contenu de la semaine que je vous recommande. Le créateur de contenu cette semaine, ça va être Chris. Chris X-FR. Donc qui est un compte hyper intéressant. Voilà, avec des publications aussi hyper intéressantes, beaucoup de bienveillance, beaucoup d'explications claires. Voilà, ce que j'aime beaucoup chez Chris, c'est ça, les explications sont assez claires, ressortent un peu des contenus classiques, voilà, les contenus 100% ETF, voilà. Là, il y a des recherches qui sont toujours intéressantes, voilà. Par exemple, un des tweets, mais par exemple, voilà, il regardait un petit peu les secteurs, la progression des secteurs dans les années à venir, etc. Voilà, il y a des projections, il y a des idées, il y a des visions. Et moi, j'aime bien, c'est toujours intéressant. Encore une fois, tout n'est pas juste. Comme tout le monde, mais j'aime bien cette idée d'aller chercher tout le temps des idées nouvelles, d'aller poser des réflexions là où il n'y en a pas, etc. Donc pour le coup, Chris, je l'en félicite, fait partie des créateurs de contenu, je trouve, qui amène vraiment un petit plus à la communauté francophone de l'investissement. Donc je vous invite vivement à suivre Chris, notamment sur Twitter, à l'adresse chrisx-fr. Le tweet de la semaine, celui-là il est énorme, le tweet de la semaine, donc pareil, nouvelle rubrique, c'est le tweet de Donald Trump. Alors Donald Trump, il nous a fait rêver, il a fait masterclass, donc il a fait un tweet, le président des États-Unis a fait un tweet en mettant, quand même hallucinant, on vit dans un monde quand même très particulier, en mettant tout simplement la photo, du moins l'infographie du détroit d'Ormuz, entouré, et en mettant en gros nouveau territoire américain. Donc, tout simplement, Trump a déclaré, ce qui n'est absolument pas vrai, évidemment, a déclaré que Hormuz était désormais un territoire américain. Donc, tout va bien. Voilà, il s'auto-proclame propriétaire du détroit d'Ormuz. Donc, on vit quand même dans un monde très particulier. Et enfin, dernière rubrique, où là je vais vous solliciter et vous me direz en commentaire, c'est un petit jeu très rapide. C'est le jeu du vous achetez ou vous vendez. Je vous présente un graphique qui est ici. Et tout simplement, je vous demande, est-ce que vous pensez que ce graphique va monter ou va baisser? Évidemment, c'est un graphique historique en unité de temps journalière. Donc là, vous avez
2 ans hein, globalement de visibilité. Et eh bien, il faut tout simplement me dire si vous pensez que le graphique ira là-haut ou si vous pensez que le graphique ira là-haut, là-bas, plutôt en bas. Et donc la semaine prochaine, je vous répondrai. Donc mettez dans les commentaires ce que vous pensez, ça va monter ou ça va baisser et on regardera. Il n'y a pas de entre-deux, c'est l'un ou l'autre. Il y a vraiment une réponse, ça ira soit en haut, soit en bas. Et la semaine prochaine, je vous dévoilerai la réponse. Voilà pour cette première partie. Évidemment, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à rejoindre la table des investisseurs avec bien entendu le portefeuille Forteresse qui a réalisé une performance de 17,16% au dernier arrêté, donc à l'arrêté de fin juillet. On verra sur le mois d'août. Bien sûr, il y aura le suivi sur la newsletter. Je vous invite, pour ceux qui veulent télécharger, c'est gratuit le portefeuille Forteresse, je vous invite à scanner le QR code ou à cliquer sur le lien ou à entrer tout simplement l'adresse du lien. Vous avez un PDF à télécharger, vous recevez directement le PDF et vous pouvez évidemment recopier le portefeuille Forteresse avec vos ETF. Et on attaque donc avec les analyses techniques. C'est parti et bien évidemment on attaque avec notre cher ami le CAC 40, qui ne fait pas grand chose. Il est venu, donc on en avait parlé, je vais le mettre en hebdo. Donc déjà on va prendre un petit peu de recul sur le CAC 40. Donc le CAC 40, pour moi globalement, d'ailleurs je vais enlever ça, hop, c'était plutôt là. Voilà, donc le CAC 40 évolue donc dans un canal haussier de très long terme, de 1988 à nos jours. Au niveau de ce canal haussier, le bas du canal est historiquement une opportunité, le haut du canal est historiquement une mauvaise opportunité d'achat. Est-ce que ce sera le cas aussi? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on voit que pour le moment, on bloque. Il y a quand même des petits vendeurs qui tentent tout simplement de vendre leurs actions ou de shorter éventuellement le marché. Je note toutefois, si on veut être complètement honnête, que nous évoluons toujours au-dessus de la moyenne mobile à 10 mois, qui est haussière. Donc on est toujours haussier en unité de temps mensuel. C'est là un petit peu le point d'attention, c'est qu'on revient pile sur la moyenne mobile à 10 semaines. Pour le moment, je dis bien pour le moment, elle fait support. On a vu que précédemment, elle a bien fait support. Attention de ne pas clôturer en dessous. La dernière fois où on avait clôturé, c'était ici en mai et on était allé plus bas. Et la fois d'avant, c'était en mars et on est allé beaucoup plus bas. Donc tant qu'on ne clôture pas dessous ou qu'on reste au même niveau, ça va, mais attention. Donc on est pour moi sur de la neutralité en unité de temps moyen terme et en unité de temps journalière. Ici, là par contre, regardez, on a bel et bien, hop, d'ailleurs on revient sur le support oblique, on a bien vendu ici la résistance et on revient sur le support oblique. Il faut tenir le support oblique. Tant qu'on tient le support oblique, il n'y a pas grand chose à dire. Ok, nickel. Hop, je passe. Donc tant qu'on tient le support oblique ici en pointillé, on voit que ça réagit, ça va. Si on lâche, il y aura le support ici qui maintient pour moi la tendance haussière de fond, donc les 8250. Par contre, si on lâche, attention, il peut y avoir du grabuge. Et d'ailleurs, il y aura ici la moyenne mobile à 200, à 200 jours, qui reviendra ici. Donc tout ça, ce sera évidemment pour moi une zone hyper importante. On n'y est pas encore, pour le moment on a une petite réaction ici. Donc à voir évidemment plus tard si on lâche ce support oblique pour le CAC 40. Au niveau des small caps, hop, je dézoome d'abord. Voilà, on est toujours dans le même truc. Voilà, on est toujours là-dedans. Donc dans cette espèce de canal, de je sais pas trop, espèce de figure comme ça, un peu qui pourrait ressembler d'ailleurs un petit peu à un bisou ascendant. Donc pareil, même analyse globalement que le CAC 40, on est toujours haussier, d'ailleurs quand vous mettez la moyenne mobile, voilà, on est toujours au-dessus. Donc pas la peine de zoomer, juste point d'attention, faites gaffe quand même, parce que historiquement, à chaque fois qu'on s'est retrouvé encore une fois dans cette zone-là, même si parfois ça a mis du temps, comme là ça a mis presque un an, ou même là ça a mis presque un an, là un petit peu moins, mais derrière on a eu des retournements du marché. Donc soyez prudents bien évidemment par rapport à ça. Ok? Donc des opportunités, vraiment, la clé, c'est être méga sélectif dans nos choix.
On passe à la légendaire, évidemment Air Liquide. Alors, bon, Air Liquide pour moi, on n'est pas sur des niveaux d'opportunité. Euh, voilà, je pense que, encore une fois, hein, quand vous regardez la performance, elle est depuis mars 2024, ben, on a une performance de 2,51%. Même si on ajoute les dividendes, on sous-performe quand même globalement les marchés. C'est normal, hein, après c'est une très très belle valeur, on est très bien valorisé, donc c'est normal que la progression soit un petit peu moins forte. Euh, Moi je pense que voilà, les plus agressifs, les 140 euros peuvent être éventuellement tentés, et après peut-être le niveau des 120 euros, mais en attendant, je reste globalement sur le côté. Tout comme LVMH, LVMH qui est toujours en difficulté, je trouve. Donc voilà, on est sur un double support, puisque support ici oblique en pointillé noir, support également horizontal ici en bleu, je vais zoomer un petit peu. Voilà. Est-ce que ça va lâcher? Très sincèrement, j'en sais rien. Si on devait m'obliger à répondre, je dirais que c'est probable, parce que je la trouve quand même très faible. Voilà, je la trouve quand même très faible. Et si on lâche, pour moi, c'est un retour vers les 360, 350, 360 qui serait peut-être un premier niveau. Bon, c'est une zone un peu large, hein, on peut aller jusqu'à 320. Pourquoi? Parce que aussi, c'est un niveau où passera certainement la moyenne mobile à 200 mois, qui avait fait support également en janvier 2009. Tout 2009 d'ailleurs, tout début 2009. Donc ce sera un niveau pour moi, si on y va, qui sera, je pense, un bon niveau pour les investisseurs. Ça fait des années hein, qu'on attend sur ce niveau-là. Donc effectivement, nous verrons. Celle qui, par contre, est plus que faible, hein, c'est bien sûr Stellantis. Hein. Stellantis qui est sur les niveaux, pour moi, de support de 2020, de 2014, de 2016, de 2011, de 2007, etc. Et on le voit, malheureusement, il n'y a strictement rien. Il n'y a pas de réaction, ou très peu de réaction. Pour moi, ça avance, ça avance, ça avance. Et si ça lâche, alors par contre, attention, si Stellantis lâche, on aura pour moi un retour sous les 2,40€, 2,50€. Donc attention à Stellantis ces prochaines semaines. On peut avoir, même s'il y a des rebonds, on voit aujourd'hui petits rebonds, etc. Mais c'est des rebonds pour moi de très 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 court terme. On est sur un gros niveau. C'est le moment où les acheteurs doivent réagir. Sinon, il va y avoir de la casse. Safran, pareil. Alors moi, je suis très à l'aise avec Safran parce que c'est une de mes actions préférées, vous le savez, mais pour moi, voilà, pour moi, on n'est pas sur un niveau d'opportunité, c'est bien valorisé sur ces niveaux-là. Les plus agressifs tenteront un peu comme Air Liquide d'ailleurs, tenteront l'achat aux alentours des 260, mais pour moi, c'est surtout le support oblique, à proximité de la moyenne mobile aussi, à 200 mois, qui sera une opportunité. En attendant, globalement, je pense qu'il faut rester sur le côté et il n'y a pas grand-chose à exploiter. Valourec, ben, la patience à payer, puisqu'on revient petit à petit voilà, sur le bas de canal. Souvenez-vous, ce bas de canal haussier qui est construit depuis 2020. Je vous la mets en daily, elle est en daily. Voilà, en daily, on le voit, c'est assez clair. Donc, support ici, support là, support, 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 support. Et on se rapproche petit à petit. Souvenez-vous, je vous avais dit, alors déjà ici, je vous avais dit, attention, on est sur un niveau d'objectif à prendre. Derrière, elle avait bien continué. Et puis derrière, l'excès a été corrigé par un nouvel excès. Et donc, de ce fait, on a une baisse quand même, je crois, de plus de 30%, 35% de mémoire, ouais, 35%. On pourrait baisser encore de 5 à 10% supplémentaires pour revenir dans cette zone-là, donc la zone des 17 euros, quelque chose comme ça. Et si dans cette zone-là, effectivement, on a un signal acheteur qui apparaît, on pourra éventuellement tenter quelque chose. Donc à suivre si on a effectivement cette congestion et derrière un petit signal intéressant à exploiter. Ruby, toujours pareil, si on la regarde en unité de temps mensuel, voilà. Ruby, donc elle est venue, donc des gros biseaux descendants, support oblique, elle a cassé, elle a fait le pullback, elle tente de repartir. Donc à suivre de près, effectivement, si vous êtes acheteur. On va zoomer après en unité de temps court terme, mais à long terme, idéalement, donc c'est soit vers les 30 euros, soit un renfort aussi vers les 25. En unité de temps court terme, il y avait un petit setup, voilà, qui était là. Un petit setup au-dessus de la ligne de coup, vous voyez la tasse avec la anse ici, globalement. Et cette tasse avec anse qui a été cassée avec le petit pullback, la petite congestion d'ailleurs, là, on est reparti. À suivre quand même pour moi cette congestion, qui est plutôt intéressante. On voit il y a très peu de volume. Donc ça se suit quand même la semaine prochaine. Hein.
si on a une petite cassure de cette congestion-là, on peut éventuellement viser, on va dire, les 35,5, 36, voire même peut-être un petit peu plus, si affinité. Le stop se situera pour moi par là, sous les 33,5, quelque chose comme ça. Voilà, ensuite on a Vinci. Ben Vinci, je ne change pas un iota de mes analyses depuis des mois et des mois et des mois et des mois. Donc je vous avais dit, pour moi, attention, au-dessus de ce canal haussier, ce n'est pas des niveaux d'opportunité. On a vu une grosse accélération, beaucoup se sont fait piéger. Derrière, on a eu un retour de 20%. Donc il y a effectivement ce support oblique ici en pointillé, mais je ne suis pas fan, parce que je le trouve un peu trop surélevé. Je préférerais un retour carrément sur le bas du canal haussier, hein, c'est-à-dire, allez, on verra, parce que encore une fois, ça va dépendre de la vitesse, mais globalement, peut-être sous les 100 euros, quelque chose comme ça, ça peut être une opportunité intéressante à exploiter. Il faudra encore, bien évidemment, du temps, très certainement, pour Vinci, hein. Orange, pareil, je suis pas très très optimiste pour Orange. Alors on est toujours dans cette congestion là, mais on voit que ce niveau là en rouge qu'on a cassé, on n'est pas arrivé à le tenir, on repasse en dessous, on est en train de casser la moyenne mobile à 10 mois. Attention quand même, parce qu'un retour pour moi sous les 14 pourrait être possible. Voilà, il y a quand même, c'est pas foutu, hein, parce qu'il y a quand même la moyenne mobile ici qui est en train de se réélever, etc. Mais voilà, à court terme en tout cas, je suis pas forcément positif sur Orange, surtout que je trouve que le titre désormais a quand même été bien, bien, bien revalorisé, hein. Titre un petit peu plus spéculatif désormais, c'est le titre Valneva. Alors on l'avait abordé lors du live le week-end dernier avec Mika d'ailleurs. Bon voilà, c'est spéculatif, hein, bien sûr, Valneva, c'est nerveux, etc. Donc voilà, il n'y avait pas grand-chose à dire, hormis, voilà. Il y avait, c'est vrai, bon, il y avait une petite congestion là aussi, mais c'était quand même pas facile, le petit pullback, tout ça. Mais c'est pas évident. Je surveillerai plus, là aussi, plutôt la congestion à venir, un peu à l'image de Ruby, voir si on a la possibilité, voilà, d'avoir quelque chose d'un peu plus intéressant. On voit qu'il y a un petit ralentissement aussi des volumes, donc à voir. Mais pour le moment, ça reste spéculatif. On reste quand même baissier, hein. N'oublions pas, on reste baissier. On bloque, d'ailleurs, regardez, on bloque sur la moyenne mobile à 10 mois. Donc, on n'a pas retourné la tendance, hein. Contrairement à là, vous voyez, on avait cassé, on avait pullbacké, on était reparti. C'était intéressant, hein. Il y avait un beau mouvement à exploiter, voilà. Mais là, on n'y est pas encore. On est toujours baissier. Donc, de ne pas confondre un mouvement, certes, spectaculaire avec un retournement de tendance claire, hein. On en est loin encore. Dassault Systèmes qui va mieux, bien mieux d'ailleurs, Dassault Systèmes. Voilà, on voit que elle, par contre, regardez, on arrive, et très certainement, on va arriver à clôturer au-dessus de la moyenne mobile à 10 mois. Donc ça, c'est positif. Donc moi, je vous avais proposé deux zones d'achat, souvenez-vous. La zone des 20,45 € et la zone des 11,45 €. Donc la première, pour le moment, elle repasse positive. Voilà, donc c'est bien, même si on s'est fait un peu peur, je dois bien le dire. Donc voilà, pas grand chose à dire sur là-dessus. Alors, hormis le fait que, hop, là on a comblé le gap, hormis le fait que je trouve qu'il y a une petite congestion là aussi, une petite figure qui peut être éventuellement intéressante à exploiter, double top. Donc à suivre éventuellement, petite congestion, il doit y avoir voilà, les volumes qui ralentissent progressivement. Donc à suivre éventuellement dans ce système qui pourrait continuer. Voilà, on voit la moyenne mobile ici à 200 jours qui est en train de s'aplatir. On pourrait éventuellement avoir un retournement. Donc tant qu'on reste au-dessus de cette moyenne mobile à 200 jours, pour moi, globalement, c'est positif pour Dassault Systèmes. Pas mal. Pas mal, et puis bon, il y a quand même du potentiel, hein. Si on poursuit le rebond, ne serait-ce que pour revenir vers les 26,5, 27, ça peut être quand même intéressant. Soitec, toujours en difficulté. Soitec, beaucoup de volatilité, hein. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de volatilité. Donc on va la mettre en unité de temps court terme pour le coup. Donc voilà, plutôt intéressante pour du trading par contre. Hop, je nettoie un peu tout ça. Bon, je peux même tout, voilà. Donc petite congestion qui est en train de s'opérer. Alors elle se fait pas n'importe où, hein, la congestion. J'en ai parlé sur le réseau. Elle se fait pile sur le comblement du gap qui était là. Donc on est pile sur le comblement du gap. On le verrait peut-être encore plus en unité de temps, peut-être 1 heure. Voilà. Voilà.
le gap, il était là, exactement. Voilà. Donc on le voit, donc tout, bon là pour le coup il est comblé hein, le gap, mais vous voyez, même en unité de temps 1 heure, voilà, il peut y avoir ici là ouais, une petite congestion. Bon, le plus dur reste à faire, hein. Il faut casser, repasser au-dessus de la moyenne mobile d'1 heure, etc. Bon, le but c'était pas de faire de l'intraday aujourd'hui, mais tout ça pour vous dire que voilà, c'est un moment clé, c'est un moment important. Il est très rare de voir une telle congestion sur Soitec. Et en général, quand on a une telle congestion sur Soitec, comme ici d'ailleurs en février, bah derrière on a des gros mouvements, à la hausse comme à la baisse, hein. Donc à mon avis, sur Soitec, ça va bouger. Soyez quand même attentifs à cette valeur-là pour ceux qui aiment le trading nerveux, on va dire. Morel Prom, eh bien, qui est reparti, je l'attendais un petit peu plus bas, pour être tout à fait franc avec vous. Voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce canal-là. Pour le moment, elle repart, donc il n'y a pas grand-chose à dire. C'est quand même positif. Il y a eu, c'est vrai, une excellente congestion, magnifique congestion même. Voilà, regardez ça. Quand on voit ce genre de choses apparaître, bah, c'est vraiment des opportunités à saisir, quoi. Donc la cassure. Pour l'instant, ça tient. On est sur un autre niveau là ici de résistance, hein, globalement. Voilà. Le niveau des 8,70 €, quelque chose comme ça. Si ça passe, ça peut continuer à accélérer. Et si ça échoue, pour moi, ce sera un retour certainement beaucoup plus bas. Mais pour du long terme, c'est pas le niveau d'opportunité dont je suis fan. J'aurais préféré vraiment ce retour-là, voilà. J'aurais vraiment préféré, moi, ce retour à proximité ici du bas de canal, c'est-à-dire sur le niveau des 7 €, 7,10 €, quelque chose comme ça. Mais pour le moment, en tout cas, on ne l'a pas. Il va falloir faire preuve de patience pour les investisseurs long terme. On passe sur le secteur financier, secteur fort, hein, bien entendu, avec les bancaires, mais aussi le secteur assurance, banque aussi, remarquez, hein, maintenant bien sûr avec AXA. Bon, AXA, j'ai pas grand chose à dire, franchement, ressemble un peu au graphique de BNP Paribas d'ailleurs. Des graphiques fabuleux, une entreprise qui est en très bonne santé, mais pas un niveau d'opportunité, en tout cas selon moi. En hebdo, on aurait plutôt ce canal haussier qui est plutôt propre. Donc vraiment, à minima, j'attendrai un retour sur le bas de canal pour une première opportunité agressive, hein. Parce que sinon, pour du long terme, même pour du long terme, pour moi aujourd'hui, AXA, bon ben voilà, c'est quand même bien valorisé. Les niveaux d'opportunité long terme seraient plutôt par là, 35, voire même 26 si on y retourne un jour. Mais en tout cas, voilà, quoi qu'il en soit, premier niveau d'opportunité, bas de canal et voir s'il y a une réaction, mais en attendant, globalement, je serais un petit peu prudent. Semco, il y a eu une belle correction hein, sur Semco. Très très belle correction. Donc là aussi, on a fait un nouveau plus haut qui a été vendu. Donc j'ai pas grand chose à dire. Je vais nettoyer un petit peu tout ça. J'essaie de laisser, mais il faut nettoyer. Il ne faut pas hésiter. C'est pas parce que, ça je le dis souvent, mais c'est important, notamment pour les nouveaux. C'est pas parce que vous effacez quelque chose que vous avez tracé précédemment que c'est négatif, hein. Il faut savoir mettre à jour. L'objectif en fait de l'analyse technique, c'est pas de prédire l'avenir. L'objectif de l'analyse technique, c'est encadrer des prix. Donc évidemment que plus les prix évoluent, plus vous avez la possibilité de mieux encadrer les prix. Donc évidemment que vos traits également, vos décès, votre encadrement en fait de la psychologie des foules change. C'est tout à fait normal, évolue, on va dire. Donc c'est très intéressant aussi de ne pas hésiter à ajuster au fur et à mesure, d'avoir l'humilité, de ne pas avoir l'ego, on va dire, de dire ah non mais le marché n'a pas fait ce que je voulais, je bouge pas, c'est au marché de se coller à moi. Non, c'est pas au marché de se coller à vous, ça marche pas comme ça. C'est à vous de vous coller au marché, c'est à vous d'essayer de comprendre et d'ajuster en fonction de ce que vous dit le marché. Bref, Semco, c'est un titre qui m'intéresse. J'aimerais bien quand même qu'on revienne à proximité de ce support oblique en pointillé. On est encore loin, c'est pas fait. Il faudrait une baisse supplémentaire de 25%. Bon, ça fait beaucoup. Mais à voir. Après, on a aussi cette possibilité-là. Voilà, éventuellement. Cette espèce de. Voilà. Là, pareil, on trace, on a très peu de. Ouais, vous voyez, on a très peu de zones. Donc à voir si, peut-être plus celle-là, à voir si déjà cette zone-là, en plus, point de passage de la moyenne mobile à 200 jours, si la zone des 38 est une zone qui pourrait faire un petit support. En plus, vous avez ce support oblique-là, ça fait quand même beaucoup d'éléments dans cette zone-là. Voilà, la zone des 38,5, 39 peut être une belle zone. Si on lâche, ce sera plus bas, peut-être la zone des 32,5. D'accord. Donc à suivre pour le moment, je ne touche pas, ça m'intéresse par contre, ça m'intéresse beaucoup.
mais pour le moment, je ne touche pas. J'observe de près, on va dire. Elis. Elis, c'est une très belle valeur également, j'aime beaucoup, mais on n'est pas sur des niveaux d'opportunité. Donc, on l'avait suivi ici, ça fait longtemps qu'on l'a pas regardé. En décembre 2024, on avait dit éventuellement un appui pour repartir. Il y a eu cet appui-là, regardez cette mèche incroyable. Et puis derrière, on est reparti. Mais bon, voilà, j'ai pas grand chose à dire, très franchement. Pour moi, ce sera éventuellement là. Il n'y a pas de niveau d'opportunité. On tient, ceci étant, on tient bien. Mais je pense que ça peut se fragiliser. Donc, éventuellement, un retour aux alentours des 20,5 €, quelque chose comme ça, pour être quelque chose d'intéressant à exploiter. Eurofin Scientifique, c'est une des valeurs que je suis le plus, moi, actuellement. Voilà, je trouve qu'elle est de plus en plus belle. On a une belle congestion. On est en train d'essayer de valider la cassure. J'en ai parlé aussi sur les réseaux, sur Twitter notamment. Éventuellement, si on a une continuité, à suivre de près. Donc voilà, très positif cette valeur-là, qui est vraiment en train de se réveiller. Donc, ça fait plaisir, parce que c'est une valeur que je suivais, que j'ai beaucoup suivi toute la période 2019-2021. Et après, il y a eu cette énorme chute. Hein. Mais je trouve qu'elle est en train de renaître de ses cendres, et c'est positif. Voilà, c'est assez positif. Donc à suivre de près également. Eurofin Scientifique. Calré, par contre, toujours en difficulté. Toujours en grande même difficulté. Il ne se passe pas grand chose sur ce titre-là. Voilà, j'efface un peu tout. Voilà. Il ne se passe pas grand chose. Il n'y a pas de construction. Ça m'inquiète un petit peu sur Calré. Il n'y a pas de construction. Il n'y a pas de. Voilà, il y a pas de congestion. Il n'y a pas voilà, les volumes ralentissent un petit peu, oui. Mais il n'y a pas le consensus de prix. Donc à suivre de près également. Pour le moment, il n'y a pas grand chose à exploiter. Il y a peut-être, je dis bien, ce biseau descendant. Je vous le mets en rouge. Il y a peut-être ce biseau descendant, mais pour le moment, rien n'est fait. Donc si on a une réduction de volatilité, une congestion, on joue quelque chose. Voilà. J'estime que ce n'est pas mort tant qu'on tient la moyenne mobile à 200 jours, qui avait fait support là, et qui pourrait dans cette zone-là également faire support. Par contre, si on passe en dessous, pour moi, si on passe en dessous des 5 €, là, j'estimerais que le titre peut-être reprendra sa tendance baissière malgré tout, malheureusement, de fond. Donc attention. Steve, un titre que vous aimez tous, moi aussi d'ailleurs, et bien, qui arrive petit à petit sur la fameuse oblique de long terme. Donc très très belle correction. Et je pense que c'est une correction qu'il va falloir suivre. Et d'ailleurs, on voit qu'il commence à y avoir des petites réactions. C'est pas fait encore, mais il commence à y avoir des petites réactions. Donc à suivre de près. Steve également. J'aurais pu le mettre dans le titre à suivre d'ailleurs. À suivre de près Steve, si on a là aussi la petite congestion qui va bien, avant éventuellement une cassure par le haut. Il faudra du boulot, mais ça peut arriver. En tout cas, on arrive sur une zone qui m'intéresse. Si ça lâche, on va avoir la zone des 40, etc. Mais déjà, la zone des 47, pour moi, est une zone qui peut être quand même globalement exploitable. On part en Allemagne avec du Rheinmetall. Donc Rheinmetall, voilà, elle suit parfaitement, ça fait des mois. Hein. Je vous dis attention, voilà, on va vivre pour moi ça. On y est. Pour moi, on va avoir très certainement, alors ça va peut-être pas durer aussi longtemps, mais on va avoir une zone de congestion. Donc il y a un premier rebond qui est là. On peut très bien, encore une fois, aller chercher un plus bas, revenir, remonter. Mais globalement, je pense que c'est une action qui va digérer. D'où l'intérêt aussi d'être extrêmement sélectif dans le prix d'achat. Quand vous achetez ici à 2000, comme certains l'ont fait, malheureusement, derrière, vous avez une correction de 50%. Et vous faire une performance de 100% pour récupérer l'argent que vous avez mis en haut. D'où l'intérêt, encore une fois, d'avoir de la patience. Je ne compte même pas l'inflation qui vous impacte. Donc voilà, donc rien à dire sur un métal, j'ai rien. Franchement, j'ai rien. Oui, ça peut continuer de rebondir. On peut même aller chercher le niveau des 1400, qui est pour moi le premier niveau de voilà, l'ancien support qui pourrait faire résistance. Mais globalement, pour moi, on va vivre des épisodes avec des hausses, des baisses et pas mal de zigzags, dans de la volatilité peut-être, mais avec pas mal de zigzags quand même. Donc voilà, on a Infineon également, donc Infineon Technologies qui est ici, donc pareil, un énorme pump, regardez la cassure du fanion, le pump derrière la correction, j'ai pas regardé mais voilà, comme d'habitude, regardez les volumes, hein. Allez-y quand il y a des volumes historiques, c'est le moment de rentrer, mais bien sûr, belle lucette, regardez, vous rentrez dans les volumes historiques et derrière vous ramassez
moins 38% dans la gueule. Donc faites attention, lorsqu'on est sur des niveaux historiques, c'est toujours très dangereux, il faut toujours mettre des stops. Par contre, la correction, c'est une valeur qui m'intéresse, peut être intéressante si on prolonge un petit peu cette correction et qu'on arrive peut-être vers le niveau ici des 35 euros déjà, on verra. Là, il y a le volatilité. Il va y avoir du rebond avant, très certainement, ça m'étonnerait qu'on fasse ça d'un coup. Je pense plutôt qu'on va avoir une réaction et après on aura une nouvelle attaque et c'est là où on peut être éventuellement intéressé. Ok. Donc je laisse ça comme ça, on y reviendra. Sanofi toujours dans la zone, mais très peu de réaction. Décevante, un petit peu, Sanofi, je dois dire. Décevante. Ah si, quand même, non, je mens. Je mens. Je l'avais pas vu ça la semaine, il y a eu une réaction. Il y a eu une réaction. Donc, voilà, pas folle, hein, c'est Sanofi, hein, c'est mou. Hein. Mais il y a une réaction quand même de 10%. C'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Mais on est toujours dans la zone pour moi d'achat. Voilà, vous l'avez dit. Hein, pour moi, toute cette zone dans l'élite, ça, c'est une zone d'achat. Après, vous accumulez un peu en haut, un peu en bas, ça, c'est à vous de voir. Mais toute cette zone-là, c'est une zone d'achat. Pour ceux que ça intéresse, bien sûr. Et l'objectif, c'est de retrouver la zone au-dessus des 100 euros. Donc, entre les 63 et les 75 euros, c'est une zone d'achat. Si on lâche, il y en aura une deuxième entre les 38 et les 46. Je ne touche pas à ce graphe-là, ça fait des mois et des mois et des mois et des mois qu'on l'a. Donc, je ne vais pas me mettre à le changer tout de suite. Schneider, pas grand-chose à dire là aussi. Pour moi, on n'est pas sur des niveaux d'opportunité. Elle est très solide, très bien, mais pour moi, on n'est pas sur des niveaux d'opportunité. J'attends le bas de canal. Si j'ai pas le bas de canal, eh ben, j'aurai pas de Schneider électrique. Mais en tout cas, pour moi, voilà, Schneider, c'est aujourd'hui, voilà, c'est bien valorisé, très bien valorisé même. Ça peut, encore une fois, continuer de monter, mais j'attendrai plutôt le bas de canal. Quel niveau, ça va dépendre à quelle vitesse on y va, mais en tout cas, sous les 250, ça c'est à peu près sûr. On y reviendra s'il y a une correction de CRSI que tout le monde enterre ou a enterré, et moi je vous en ai parlé lors du live la semaine dernière. Moi je ne l'enterre pas encore. Je l'enterre pas encore de CRSI parce que contrairement à Calré, vous voyez, tout à l'heure, où Calré, pour le moment, on n'a pas de construction, ben, de CRSI, tout CRSI, on a quand même des petits. On n'a pas de signaux techniques, mais on a des constructions. Regardez la construction, elle est là. Elle est là, bon, elle vaut ce qu'elle vaut, mais elle est là. Moi, je vois quand même une réduction de volatilité. Je vois quand même. Alors, réduction des volumes, je n'ai pas regardé, on va regarder ensemble, mais oui, je vois quand même une réduction très nette des volumes. Donc, il se passe quelque chose quand même. Il se passe quelque chose. Alors, évidemment, si la moyenne mobile à 200 jours qui fait support lâche, qu'on commence à passer sous les 23 et des bananes, là, on changera d'avis. En tout cas, on aura beaucoup moins d'espoir. Ça, c'est sûr. Pour le moment, moi, je trouve, si on est complètement objectif, et encore une fois, moi, j'essaye, je ne le suis pas toujours, certainement, mais j'essaye d'être objectif pour dire vraiment ce que disent les graphes, sans avoir d'avis sur l'affaire de CRSI, etc. Voilà, si j'ai un avis objectif, eh bien, je pense que c'est une valeur qui peut nettement se reprendre. Voilà. Donc, il y a tout reste à faire, hein, bien sûr. Mais déjà, si on arrive à repasser au-dessus des 26,7, puis au-dessus des 28,36, eh ben, on peut s'ouvrir la voie pour revenir sur ce gros niveau de résistance qui est là. Donc, toute la zone au-dessus des 30. Et là, par contre, au-dessus des 30, là, on reprend la tendance de fond qui reste haussière. Du moins, haussière depuis un moment. Hein. Haussière depuis presque toujours. Hein. Donc voilà. Donc je ne suis pas, contrairement à la plupart, je ne suis pas négatif, en tout cas sur de CRSI. Je suis plutôt, comme le graphique le montre, dans une période de neutralité sur de CRSI. Donc à suivre également de près. NJ, qui nous avait fait régaler, bien sûr, qui était une de mes convictions principales pour 2025. Mais bon, c'est plus le cas. Voilà. Souvenez-vous, je vous avais donné quoi comme objectif? Vous avez donné l'objectif ici, l'objectif des 30. On a fait un plus haut à 30,06, 29,90, et derrière on a la correction. Donc encore une fois, l'analyse technique là aussi, elle fait ses preuves, contrairement à ce que beaucoup disent. Mais clairement, l'analyse technique, c'est un outil évidemment très efficace, qui n'est pas parfait, mais qui nous aide quand même à cadrer beaucoup de choses. Objectif touché, on a la correction. Maintenant, ce que j'attends moi, c'est la congestion, la construction, et éventuellement, on verra si plus tard, on a la capacité de relancer. Mais pour le moment, je touche pas, et on laisse
Engie de côté. Veolia, décevante. Décevante, Veolia. Alors, décevante, rien n'est catastrophique, hein, attention, hein, mais décevante parce qu'elle n'arrive pas à valider la cassure que j'attendais, la cassure des 36, elle n'arrive pas à pousser. Toutefois, ça ne change absolument rien, moi, à ma conviction. Je pense que c'est une action, vous l'avez dit, bon, tout 2025, moi, c'était ma conviction, je vous avais parlé de la conviction pour 2025 et même pour 2026, même encore pour cette année, et même pourquoi pas pour l'année prochaine, parce que pour le moment, voilà. Mais il y aura une opportunité si on revient dans la zone des 32,5, et l'objectif, c'est de repartir là. Par contre, si on passe sous la zone des 31,5, il faudra faire attention, parce que là, on pourra retrouver peut-être le bas de canal. Je suis toujours positif sur Veolia, parce que pour moi, il n'y a pas de raison de ne pas l'être. Fondamentalement, techniquement, pour le moment, tout va bien. On a retourné la moyenne mobile ici à 200 mois. Donc, bah, j'ai pas de raison, en tout cas, vraiment d'être négatif. Bureau Veritas. Bureau Veritas, elle a touché le support ici, oblique. Donc, il y a une réaction. Mais voilà, je serais plutôt acheteur, moi, à titre personnel, plutôt dans cette zone-là, vous voyez. La zone entre les 20,5 et les 22. Ou alors, si on lâche carrément, alors ce serait une opportunité magnifique, plutôt aux alentours des 14 et des 16. Mais c'est une action que je ne suis pas fan, parce qu'elle est un peu molle, il ne se passe pas grand-chose, donc je ne suis pas fan. L'entreprise est une entreprise intéressante, mais voilà, c'est un peu mou, quoi. Voilà, c'est plutôt du fonds de portefeuille. Donc, qui dit pour moi fonds de portefeuille dit à acheter vraiment sur gros repli. Il y a eu un joli repli, mais il n'y a pas eu un gros repli. Le gros repli, pour moi, ce sera plutôt les deux zones que je vous ai indiquées précédemment. Vusion, je t'aime moi non plus. Je t'aime moi non plus. Ça congestionne. Ça congestionne. On tient le support oblique. Pour le moment, ok, ça va, ça se passe bien. Ça zigzague entre les deux. Et à un moment donné, Vusion décidera de prendre une nouvelle direction. Je suis très neutre sur ce dossier-là. Franchement, je suis très neutre. La congestion est là, il faut la suivre, il faut regarder, mais je suis très neutre. Quoi qu'il en soit, si vous voulez investir dedans, parce que vous n'en avez pas, il y a deux zones. Le plus bas possible à proximité de ce support oblique, donc vers les 116 €. Et après, renfort potentiel entre les 58 et les 68 €. Voilà pour Vusion. Alors, Fnac, on m'a proposé Fnac, mais Fnac, il y a eu une OPA, les amis. Voilà. Donc, juste pour faire un petit rappel, Fnac, il y a eu une OPA. Donc, je ne sais pas si du coup, on m'a proposé Fnac. Alors, je vais en profiter pour répondre à une question, parce que souvent, quand il y a des OPA, on me dit, ouais, on m'envoie souvent des messages en disant, Tino, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois accepter l'OPA? Tout ça. Moi, je vous dis la vérité. Quand j'ai une annonce d'OPA, le lendemain matin, je vends au marché, je cherche même pas à comprendre et je passe à autre chose. Voilà. Donc je ne sais pas si c'était plutôt dans ce sens-là que la personne m'avait demandé. C'est pour ça que je montre le graphique, parce que je trouve que ça peut être intéressant. Moi, je ne cherche pas à comprendre. Quand il y a une OPA, je vends. Voilà. Je ne vais pas plus loin. Je ne cherche pas à comprendre en général. C'est du temps de perdu plus qu'autre chose. Donc Fnac, voilà. À part ça, évidemment, il n'y a pas d'analyse technique à faire, puisqu'il y a certainement une OPA en cours. Nanobiotics, alors, alors là, on passe un peu au spéculatif, hein, avec Nanobiofitis et Aton. Donc, Nano, très forte. Donc, Nano, ici, attention quand même, on est sur le haut de canal. Donc, on avait parlé de cette congestion-là. Paf, paf, paf. Donc, pour moi, les niveaux d'opportunité plutôt bas de canal, niveau de vente, ou en tout cas de remontée de stock plutôt sur le haut de canal. Là, on est plutôt sur le haut. Donc attention quand même, pensez aussi à alléger, à prendre des éventuels bénéfices. J'ai pas grand chose à dire, après je connais pas très très bien le dossier. En général, moi, tout ce qui est dossier comme ça, biotech, etc., c'est pas mon fort. Mais je dois dire que bon, la configuration est pas mal, c'est toujours haussier, il n'y a rien à dire, hein, depuis la cassure, on l'a suivi depuis cette cassure-là. Quel chemin, hein, depuis, assez incroyable. Donc moi j'en avais tout en bas d'ailleurs, et je ne l'ai pas gardé, bon, dommage. Comme quoi, il faut savoir garder de temps en temps un petit reliquat. Mais en tout cas, voilà, Nano, elle est vraiment pas mal. Alors Biophytis également, Biophytis,
Biofetis, c'est le fond du fait-tout, hein, comme on dit. C'est vraiment une action. Je croyais qu'elle cotait même plus. C'est assez. Voilà, bon. Pour les spéculateurs, pourquoi pas. Maintenant, voilà, maintenant, c'est vraiment, il faut rentrer là dans les unités de temps petites, quoi, en 1 heure peut-être éventuellement. Voilà. En 1 heure éventuellement, quand vous avez voilà, des petites congestions comme ça à exploiter. Voilà, mais sinon, il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de volatilité. Je déconseille pour la quasi-totalité des investisseurs non expérimentés, hein, pour pas dire tous les investisseurs non expérimentés. Voilà. Maintenant, pour les traders qui sont un petit peu spéculateurs, surtout spéculateurs, il peut y avoir quelque chose. Par contre, faites attention, voilà, action vraiment avec des fondamentaux, il suffit de regarder le graphe, avec des fondamentaux vraiment, vraiment, vraiment pas beaux du tout. Donc attention à ce niveau-là. Aton, donc là c'est la même chose, voilà, fondamentaux très dégradés. Alors moi ça n'empêche pas, hein, voilà, nous on avait proposé sur MTT un achat, qui s'est bien passé, mais voilà, parce qu'on voulait jouer ici tout simplement la cassure de cette zone-là. Donc derrière, effectivement, il y a eu une grosse spéculation, puisque le titre a pris 96% en une journée. Donc bon, évidemment, on était content. Mais voilà, il faut savoir prendre ses bénéfices, parce que regardez aussi la redescente, elle est très violente. Vous pouvez perdre 42%. Donc soit vous avez le point d'entrée avec le stop qui va bien, soit vous l'avez pas, et là, il faut laisser tomber. Voilà, donc là aussi, il y avait une belle congestion, voilà, mais vous voyez, clac, les poussées comme ça derrière, les retours sont aussi extrêmement violents. On passe aux États-Unis avec une valeur évidemment très suivie, Nebus. J'ai pas grand chose à dire sur Nebus, c'est évidemment toujours très haussier. On en avait parlé pas mal. Bon, je vais effacer un peu tout ça, ça sert plus à grand chose. Je note qu'on fait un pullback sur cette grosse zone là. Voilà, elle est un peu large, c'est nerveux. Par contre, il faut vraiment tenir cette zone là. Il y a même le gap là. Il faut surtout pas combler le gap. Pour moi, si on comble le gap, ce sera quand même quelque chose d'assez négatif. Et on pourra être en danger. Et par contre, il pourrait y avoir une zone d'achat pour ceux qui sont intéressés. Attention, c'est nerveux, hein. Mais il peut y avoir une zone d'achat à proximité ici de la moyenne mobile ici à 200 jours. Ça peut être une opportunité. La zone pourrait être la zone des 170$, quelque chose comme ça. Voilà. Si je suis parfaitement honnête, je trouve que le graphique est moins bien. Voilà, moins bien qu'il y a quelques temps. Je pense qu'on attaque une grande période beaucoup plus large, un peu comme ça. Donc là, en zoomant, il y a des trucs à faire, mais je pense qu'on attaque une grande période où il va y avoir beaucoup de zigzags là-dedans. Voilà. Donc attendez-vous à ça, attendez-vous à pas mal de zigzags sur cette valeur-là. Mais c'est normal, avec une telle progression en même temps, c'est tout à fait normal. Alors on m'a proposé du Vive, donc intéressante, hein, parce que il y avait une belle zone de support, on la voit, elle est très très nette, qui était là. Donc voilà, ici, support, 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 support. Donc toute la zone finalement des 159 à 170$. Je pense que on va aller tester la zone de résistance oblique ici en rouge, à mon avis. Voilà. Je pense qu'il y a encore un peu de potentiel sur cette valeur, mais par contre, voilà, peut-être aller chercher 10-15% de plus. Mais par contre, c'est pas un ratio gain-risque très très intéressant. Ratio gain-risque qui peut être intéressant si on revient dans cette zone-là pour jouer le haut, etc., etc. Et in fine, de toute façon, ça reste une tendance haussière qui finira, a priori, qui a plus de pourcentage de chance de finir par une cassure par le haut. Je pense qu'on est dans une période de correction, dans une structure corrective, parce que là, on a eu le push pour ceux qui font un peu de wave trading, et là, on a la correction. Et derrière, pour moi, c'est une continuité. D'accord? Mais il peut y avoir, avant d'arriver à cette continuité, il peut y avoir pas mal de zigzags qui peuvent durer pendant des mois, voire parfois même des années. Ça, on peut pas trop savoir, en fait, la longueur de la structure. Quoique, plus le push de départ est long et puissant, plus en général, évidemment, la structure corrective l'est aussi. Bon. Adobe, donc voilà, moi je suis actionnaire hein, d'Adobe, je vous l'avais dit, je vous avais proposé ma zone, voilà. La zone, c'était pile ici, la moyenne mobile à 200 mois, les 240, quelque chose comme ça.
Voilà pour Adobe, j'ai pas grand chose à dire. Elle tient pour le moment, c'est une première zone. Si la zone lâche, il y aura une deuxième zone de support oblique qui sera beaucoup plus basse. Donc voilà, on n'y est pas encore. Pour le moment, c'est pas mal quand même. Voilà, est-ce qu'on repasse au-dessus de la moyenne? Ben, on tente de repasser au-dessus de la moyenne mobile à 10 mois. Donc à confirmer, si on a une clôture au-dessus de la moyenne mobile à 10 mois, ça peut être un signal quand même plutôt intéressant à exploiter. SpaceX, donc je vous la mets en 1 heure, toujours la même chose, donc sur SpaceX, voilà, on a fait l'impulsion ici. Je pense qu'elle aussi, elle est en train de fabriquer sa petite figure, on a une espèce de range, on verra si le range tient ou pas. Voilà, mais j'ai plus grand chose à faire. On va voir si en 1 heure, je me mets en 1 heure parce qu'elle a été introduite récemment, si on a la capacité de voir cette moyenne mobile ici à 200 heures qui, eh bien, tout à coup se relève et qu'on arrive à construire au-dessus. Et là, ça pourrait être intéressant, éventuellement, à exploiter. Ensuite, vous avez du MP Materials qui est ici. Alors là, bon, voilà, hein, grosse envolée. Derrière, grosse correction. Si je la mets en hebdo, j'ai pas grand chose à dire. Ça ressemble quand même plutôt à une structure corrective. Voilà. Donc je pense que derrière la possibilité qu'on ait, après le push, la correction, une nouvelle hausse. Donc deux possibilités en fait, hein. Soit vous avez tout de suite la correction qui se met par là, la congestion qui se met là, et là vous pouvez tenter quelque chose. Soit vous avez encore une fois un nouveau plus bas qui va chercher la moyenne mobile à 200 mois, et là il faudra tenter quelque chose. Mais dans les deux cas, pour moi, ça reste de la hausse quand même. Voilà. Donc à voir si on a un setup. Là pour le moment, il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a une petite réduction de volatilité en unité de temps journalière? Non, pas vraiment, hein, pas vraiment. Il n'y a pas vraiment de retour de congestion. Donc, pour le moment, il faut patienter. Mais en tout cas, ça peut être une action intéressante à observer. SanDisk, toujours très forte. Voilà, il n'y a pas grand-chose à dire aussi sur SanDisk en unité de temps journalière. Donc voilà, il y a eu ici la belle cassure de la ligne de coup. On va voir, c'est la même chose sur Micron. Donc voilà, donc pour de l'investissement, moi j'attendais minimum la zone des 900, on ne l'a pas eu encore. Il y a cette congestion qui est en train de se mettre en place, qui est plutôt pas mal. Tant qu'on tient les 1400, on peut espérer derrière une poussée. Voilà. Mais ça c'est du trading, les ellipses c'est pour de l'investissement, deux choses différentes. Micron c'est pareil, vous avez proposé un achat en mode trading, au-dessus ici des 930. Pour moi, l'invalidation d'ailleurs, elle se met globalement ici, hein. Donc derrière, on a fait une petite poussée, plutôt pas mal, 10-11%. On a fait le pullback et on tente de relancer. On verra si ça passe. Mais investissement, comme SanDisk, c'est plus bas pour moi. Donc deux horizons de temps différents. D'accord? Un mode stratégie, trading, avec des invalidations, etc. etc. L'autre, en mode plutôt accumulation de long terme. Deux choses, encore une fois, très différentes. Et Marvel aussi, donc c'est un peu les trois hein, qui sont... voilà. Marvel aussi, même chose. Donc on est venu toucher la zone, pour le coup, elle, d'investissement, elle a été touchée. Et derrière, on est bien reparti. La congestion, on espérait... Enfin, on espérait non. On disait qu'elle pouvait s'effectuer avec un peu plus de volatilité. Ben, finalement, elle s'est effectuée carrément là, ce qui prouve aussi qu'elle est très forte, hein, Marvel. Et donc, d'ailleurs, c'est la plus forte des trois, hein. Techniquement, on le voit bien. Et là, pour le moment, tant qu'on est au-dessus, sur Marvel, au-dessus des 228$, bah, l'objectif, c'est tout simplement de revenir casser le top. Si on réintègre, l'objectif, ce sera de retourner à proximité, ici, de la moyenne mobile à 200 jours. Là, là, là. Et donc, potentiellement, ici, on verra petit à petit, bien entendu. Ok. On passe aux 4 titres à suivre, les amis. Donc, alors c'est pas facile, hein, sûrement de trouver des titres, mais je vous en propose tout de même 4. Le premier, bah, c'est un titre qu'on n'avait plus vu depuis un petit moment, c'est Bonduel. Voilà, Bonduel que je trouve bah, intéressante, plus intéressante même en mensuel finalement. Voilà, Bonduel ici. Voilà. Donc Bonduel, bah, mine de rien, je trouve qu'elle est en train de congestionner un petit peu. Alors c'est tôt, hein, c'est pas pour acheter lundi, bien entendu, vous avez bien compris. Mais je trouve que voilà, elle est en train de congestionner. Et si, vous voyez la petite congestion là, et si on arrive à repasser ici au-dessus des 9,20€, on peut avoir
peut-être un petit signal d'achat à exploiter. Pour aller chercher quoi? Bah, pour aller chercher globalement, hein, je dirais cette zone en premier lieu des 10,58 € et secondo des 11,20 €. Ensuite, on a également du Assystem. Voilà, que je trouve intéressante. Regardez Assystem. Superbe congestion, donc déjà belle tendance haussière depuis 2023, belle congestion, et on est en train d'essayer de casser là par le haut. C'est vraiment pas affreux. Voilà, regardez un petit peu l'oblique. Donc ça se regarde, ça se suit. Sur repli, donc cette opportunité sous les 40 €, mais on voit si ça congestionne, eh bien on peut avoir une opportunité. Alors attention, c'est pas très liquide par contre, bien sûr. Moi j'en ai pas, hein, sinon je vous l'aurais dit. Quand c'est pas liquide et que j'en ai, je vous le dis, parce que j'estime que c'est la moindre des choses. Quand c'est liquide, on s'en fout, mais quand c'est pas liquide, je vous le dis, mais j'en ai pas. Donc à système, éventuellement, si on a une congestion et si on arrive à repasser au-dessus des 45,15, ça peut être une opportunité. Et les deux dernières, ben, on m'a proposé Alog, ben moi Alog, enfin on m'a demandé de revenir sur Alog. Moi Alog, j'ai toujours le même avis, j'ai pas changé mon avis sur Alog. Logique instrument. Tant qu'on tient les 1,60 €, et encore je suis agressif parce qu'on pourrait même aller chercher les 1,26 €, moi j'estime que eh bien, c'est tout à fait possible qu'elle continue de se réveiller. Simplement, ça peut mettre du temps. Voilà, il faut comprendre là aussi que ça peut mettre pas mal de temps. Après, voilà, vous avez cette zone-là. Donc, à voir si on arrive effectivement sur la log. Ça va prendre des semaines, voire des mois, hein, si on arrive à congestionner et à casser. A contrario, si on casse par le bas, effectivement, ce sera plus un titre à suivre. Et enfin, on a Lakefront Biothérapeutique, pardon, qui est l'ancien Galapagos, hein, pour ceux qui ont connu. Donc voilà, moi c'est un titre que Galapagos, je suis beaucoup de 2014 à la période Covid, qui s'était envolée. Puis derrière, la correction a été tout aussi violente. Par contre, on est revenu sur un niveau de support oblique de long terme. Donc à suivre, pour le moment, il n'y a rien, hein, il n'y a pas de signal, il n'y a rien. Mais on voit que malgré tout, il y a une petite congestion qui est en train de s'effectuer. Il y a une oblique ici en rouge. Donc à suivre, encore une fois, éventuellement, pour les prochaines semaines. Et enfin, donc le screener Trend Following, que vous pouvez bien sûr retrouver, bien entendu, directement sur le site, le podcast de la bourse.fr. Voilà les amis, une vidéo très complète, je pense. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas, bien entendu, à faire le relais sur les réseaux. Alors certains me demandent par message privé s'ils peuvent faire le relais. Bien sûr, avec grand plaisir, faites le relais sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas également à me laisser vos commentaires. N'hésitez pas à me proposer également les titres que vous souhaitez que j'analyse pour la prochaine fois. Souvent, la plupart du temps, je fais un tweet le jeudi midi, donc n'hésitez pas sous le tweet du jeudi midi à me mettre éventuellement vos suggestions. Et vos suggestions également de rubriques. S'il y a des rubriques dans la première partie que vous voulez voir apparaître, des choses qui vous intéressent, eh bien n'hésitez pas à m'en faire part. Voilà les amis, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite un agréable week-end, bonne fin de vacances à ceux qui ont la chance d'y être encore, et on se retrouve avec joie la semaine prochaine. Bon week-end à tous, je vous embrasse, ciao.